Chap, on va Ouais, essayer de te faire re-rentrer. Alors, Victor me dit ouais, qu'il t'a. Je veux juste confirmer que le chat t'entend bien. Entendez-vous, ouais, Chap? salut. On l'entend. Ok, cool. Ok. Salut Salut Comment à Chapi. ça va? tous. Bah, je vais bien, je vais bien. Écoute, la solo queue va plutôt bien en ce moment, et si la solo queue va, tout va. T'es passé de Charles en ADC. Oui, absolument. C'est fou. Ah fou. ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. On va pas se mentir, ouais. Vous pouvez le féliciter dans le chat, évidemment. Du coup, t'as été Chal sur 2 rôles. Ouais. Putain, c'est ouf. J'aimerais De toute bien façon, c'est au essayer cœur. le Chal Top comme il a fait Tyler One aussi. Ouais, c'est ton prochain. Ça va être ton prochain défi. Je me dis que. En fait, quand t'apprends un peu à jouer à DC, tu comprends un peu les phases de lane et tout, et je pense pas que ce soit inaccessible maintenant le Chal aux autres rôles, à part le rôle de support. D'accord. Rôle de support, donc rôle peut-être le plus dur. Bah, le plus différent, on va dire, des autres. Ok. Bah écoute, toi qui, je sais même pas si on peut dire swap role, mais qui off role maintenant assez fréquemment. C'est aussi pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, Chapi. Je voudrais qu'on revienne sur les news de la semaine dernière. L'annonce officielle du coup de Bwipo qui passe en jungle, qui a été un petit peu spoil dans mon interview avec Adam apparemment. Je m'en étais pas vraiment rendu compte quand je l'ai publié en fait. C'était donc désolé Fnatic. Bah, frérot. Désolé vraiment. C'était frérot. ouais non, c'était pas du tout mon but de leak Pas ce lu truc là. plus spoiled. Donc voilà, Bwipo qui arrive dans la jungle, self-made, c'est sa faute si la terre est plate. Treat qui passe dans la jungle aussi, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Mais avant tout, on en a parlé, Twix, un petit peu en off. Beaucoup de changements durant cette mi-saison sur beaucoup d'équipes. Au final, quand tu regardes Excel, Astralis, Fnatic, SK, Vitality, ça fait quand même la moitié des équipes de la ligue qui se séparent ou changent des joueurs. On a déjà connu ce genre de choses par le passé, autant de changements en tout cas en intersplit. En intersplit, ça doit être assez rare. On a vécu, et je pense surtout là aux premières saisons où c'était vraiment un petit peu plus volatile, genre les saisons 4, 5. Mais c'est vrai que ce split-là, dans les dernières années, honnêtement, c'est un véritable carnage. En tout cas, à minima, dans les 3 dernières années, il n'y a pas eu de changement aussi majeur parce qu'on a des swaps de position, on a des line-up qui changent du tout au tout, on a des retours de joueurs, on a énormément de montées de joueurs aussi. Donc pour moi, celui-ci, il est vraiment très très particulier parce que on en discutera après, hein, bien sûr, on pourra approfondir, mais il y a énormément de risques qui sont pris par une grande partie des équipes, et donc du coup, les résultats anticipés pour le summer deviennent presque trop faciles. À moins d'un miracle, on devrait avoir quand même un gros avantage pour les line-up qui sont restés solides, et on pense bien sûr à G2 Mad Lions. Ouais, G2 Mad Lions, Rogue aussi, Rogue évidemment, également, je trouve qu'il reste aussi dans la continuité. Puis on n'a pas gagné le MSI, les gars. Hein. On n'a que 3 slots à envoyer aux Worlds, donc j'ai envie de dire, les équipes qui vont aller aux Worlds, j'ai un petit peu le sentiment qu'on les connaît déjà. Chap, quand tu regardes ces changements-là, avec le split de LEC qu'on a eu, est-ce que c'est un sentiment que tu partages, que les résultats sont déjà peut-être courus d'avance? Bah, il y avait déjà quand même un bon gap entre le top 3 et le reste, je trouve. Là, c'est sûr que Schalke, je pense pas qu'il soit renforcé. Schalke aussi, c'est vrai. Ouais, je pense que la plupart des équipes se sont pas vraiment renforcées, et je pense que la plupart des équipes, ceux qui ont fait des top lane en tout cas, je les vois mal perf, en tout cas le top 2, top 3, ça me semble assez inaccessible. Mais ouais, franchement, c'est comme j'ai dit, je vois difficilement quelqu'un aller chercher le top 3 là actuellement. Toi, t'as l'habitude de gérer peut-être ce genre de situation un peu compliquée de l'autre côté avec Solary, avec le mercato de fin de saison, mi-saison de temps en temps. Quand tu vois les changements qu'il y a eu là en LEC, tu les expliques comment? Est-ce que ça reflète beaucoup de soucis que selon toi les équipes avaient, ou c'est plutôt des choses internes, c'est des résultats compétitifs? Je trouve que c'est un pari qui est quand même très risqué quand même. Moi, d'un point de vue économique déjà, en mi-saison, c'est plus dur entre guillemets de faire des changements parce que t'as tout le monde qui est sous contrat, donc tu dois racheter le contrat, donc tu dois payer un buyout aux équipes. Je me dis que s'il y a eu autant de changements, c'est peut-être parce qu'il y a eu quelques buyouts en fait qui sont lancés, et puis c'est un peu un effet cascade, c'est-à-dire que tu te fais acheter un joueur, du coup tu peux acheter un joueur parce que t'as l'argent du buyout, et ainsi de suite. Tu vois, c'est un peu un jeu
de chaise musicale. Donc moi je l'expliquerais un peu comme ça par rapport aux autres années. Mais sinon c'est sûr que toutes les années il y a eu des équipes qui ont pas perf, il y a des équipes qui ont perf, et forcément les équipes qui ont pas perf n'ont pas tout le temps changé de line-up, et cette année plus que les autres. Donc je dirais que c'est pour ça. Après franchement je sais pas plus que ça ce qui se passe en interne, quoi. Moi, je sais pas, je trouve qu'il y a un petit peu un décalage entre les ambitions compétitives des équipes et la réalité compétitive du LEC, parce que on l'a dit, hein, selon moi, il y a le top 3 qui était vraiment déjà assez peu touchable à la base, qui devient encore plus inaccessible ici. Misfits qui va peut-être avoir plus facilement une place en play-off, par contre, parce que eux ne bougent pas. En dehors du coaching staff, il me semble, je crois qu'il y a un changement de coach. Peut-être, mais je revois le communiqué de SK, hein, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment la même attitude que Fnatic. Ou Fnatic, ils disent, voilà, on voulait avoir Adam maintenant, et peut-être qu'ils auraient pas pu l'avoir plus tard. Et donc, du coup, voilà, je comprends la volonté de vouloir build un rookie. Mais, je sais pas, SK, SK, c'est vraiment last minute, en fait, parce que nous, on les a scrim, genre, legit, il y a une semaine, tu vois, ils scrim encore avec Things en jungle. Donc, c'est vraiment le changement last minute, quoi. Mais c'est fou. Puis et puis pour arriver avec Jessis qui revient jouer, Twix. Il y aura peut-être un ranking sur OTP, je sais pas, mais en attendant, voilà, cette line-up, t'en penses quoi? Treats dans la jungle, on reviendra sur le tweet que t'as fait, Chap, aussi tout à l'heure, mais avant ça, ces changements de line-up un petit peu hâtifs. T'aurais laissé la line-up telle quelle? Plutôt essayer de voir comment peuvent fonctionner les choses avec Things? Je sais pas ce que va donner Jessis, honnêtement. C'est surtout ça qui m'inquiète. Ça, c'est certain. C'est surtout que le poste de bot laner, enfin, c'est surtout une question de synergie. Et comme la synergie était excellente entre Jésus et Tritz, tu touches quand même à une partie de l'équipe qui est vachement importante. En tout cas, c'était comme ça qu'ils gagnaient leur game pour la saison régulière, en tout cas. Moi, ce que je vois, en tout cas, dans cette intersaison, c'est qu'on a quand même deux cas assez flagrants de désaccords comportementaux, les cas de Things et les cas de Selfmade. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ces problèmes-là maintenant, eh bien, suscitent une réaction quasiment instantanée, même middle of the split. Et je trouve que c'est vraiment étonnant lorsque tu cherches à maximiser ta performance, ou en tout cas à minimiser la variance de ta performance pour avoir quand même des places qui sont entre guillemets payées au niveau du championnat. Mais je trouve que c'est simplement une question, les questions d'entente au sein de l'équipe qui ont pris une proportion assez importante, je trouve. Et du côté de Bwipo, par contre, conséquence directe du cas Selfmade, vraie volonté de swapping de Bwipo. Je sais pas trop. Tout ce qu'on sait et tout ce qui est assuré, c'est que Bwipo, et on en discutera tout à l'heure. Si je peux apporter des informations là. Vas-y. Chat. Le chat. Selon moi, après peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai entendu, c'est ils voulaient investir sur Adam. Ils avaient potentiellement peur de pas avoir Adam plus tard. Donc autant récupérer Adam maintenant et se débrouiller pour avoir une solution avec Bwipo qui reste dans la line-up. Et ouais, de ce qu'on a pu... Je sais pas si, tu vois, les commentaires qu'a fait Woulou, honnêtement, j'ai aucune idée de si c'est vrai ou non. Mais je me dis que dans ce cas-là, ouais, peut-être que sortir Selfmade, c'était la solution la plus simple. Moi, je vois ça d'une manière extrêmement simple. Je vois ça de manière purement objective, c'est-à-dire je sais rien au sein de l'équipe, je sais pas quelles sont les embrouilles, et je compare simplement les résultats des setups, et je me dis que même si tu veux investir sur Adam, c'est quand même curieux que Fnatic ressente le besoin d'investir sur un top laner lorsque Bwipo en soi reste un joueur individuellement très talentueux et très certainement, encore une fois, pas au pic de sa performance, en tout cas pas encore, en tout cas je pense pas. Et le duo avec Selfmade, il y a forcément des raisons en dehors du jeu qui font que ce duo-là, qui est quand même un duo assez intimidant, n'a pas fonctionné et nécessite certains réglages. Alors, je suis très content pour Adam, bien entendu, mais je sais pas si on peut dire quand même que Bwipo n'avait plus sa place en top lane chez Fnatic. Tu le vois comme... Après, moi, je pense que Bwipo, ça peut être un joueur qui, de 1, peut être très bon dans la jungle, si jamais, en plus, il a une bonne synergie avec Adam. Il m'expliquait qu'ils avaient pas la même vision de la jungle, lui et Selfmade. Donc, je pense que c'était une façon polie de me dire qu'ils s'entendaient pas. Certainement. Ouais, voilà. Mais Chap, justement, pour passer sur le côté plus technique du role swap, on a vu, on en parlera plus tard, hein, d'ailleurs, des role swap historiques sur League of Legends, role swap de support à jungle ou role swap de top à jungler.
Est-ce que tu vois des difficultés fondamentales auxquelles ces deux joueurs vont pouvoir se heurter quand tu penses au jeu et la façon dont joue la jungle actuellement? Alors, j'y ai pas mal réfléchi. Je pense que fondamentalement, la jungle en compétitif, c'est très très différent que la jungle en solo queue. T'es plus au service de tes lanes, alors qu'en solo queue, bon, tu vas pick Evelyn et tu vas essayer d'un V9. Là, t'es beaucoup plus au service de tes lanes. Mais le truc, c'est que toutes les méta ne sont pas comme ça en fait. Il y a des méta où ça va jouer Jungle Kingdom, où ça va prendre un mid qui a la prio et on va essayer de jouer dans la jungle adverse pour aller chercher directement le jungle. Là, dans ces situations-là, j'ai très peur pour les jungles qui viennent de commencer le rôle. Parce que ça, c'est de l'expérience en fait. Tu sais que tel match-up tu gagnes sur ce timing-là. Tu sais que tu vas devoir concéder sur ce timing-là, etc. Vouloir jouer le cross-map. Et ça, j'ai très très peur pour les jungles, mais par contre, c'est vrai que si la jungle reste, les Karim Udyr, qui sont des champions qui sont vraiment très très au service de l'équipe. Ouais, c'est ça, c'est des champions un peu bêtes quoi. C'est full clear, team fight, etc. C'est plus du théorique que du mécanique, et t'as quand même beaucoup moins de théorie à apprendre que si c'est du Nidalicine dans la jungle quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est ce que. Je crois que c'est toi qui avais tweeté ça. Ouais, j'avais tweeté ça. De méta, voilà, tout ça. Qui pense que la jungle c'est skin à cause de Udyr et Karim, ça va leur faire tout drôle quand ça va être des Nidalee ici méta. Je pense aussi. Peut-être un petit peu plus un Tritz qu'un Bwipo. Bwipo, on le rappelle, hein, c'est son off-roll de solo queue, apparemment, c'est de jouer dans la jungle. Alors, peut-être que tu peux confirmer ou non, Chap, puisque t'as dû le croiser plus que moi, en tout cas, ça, c'est une certitude. Je l'ai jamais croisé depuis très très longtemps en solo queue, Bwipo. Mais je me fais pas de soucis pour lui, parce que pour le coup, Bwipo, c'est vraiment un mec qui est très talentueux au jeu de manière générale. Et avant de jouer top lane, il était main mid. Donc je me dis que le mec est capable de s'adapter. Et pour le coup, j'ai beaucoup moins de soucis à Bwipo en jungle qu'avec Tritz en jungle. Tu as un avis similaire, Twix, quand tu penses aux deux joueurs? Peut-être une histoire d'expérience aussi, je pense. Il me semble que Tritz a une expérience en jungle. Enfin, je sais plus où est-ce que j'avais pu lire ça. En team amateur, sa première team qui était très lointain, je pense. Hein. Clay, c'était il jouait dans la jungle. Donc une première team qui était vraiment semi-pro. C'était sa première expérience. Il était dans la jungle et ensuite il est passé support. Dans ce contexte-là, je suis peut-être un peu moins dérangé parce que en fait, pour moi, c'est une question de rôle plutôt dans League of Legends. On peut compartimenter un petit peu les rôles avec les lane, avec ceux qui lane et ceux qui lane pas. En tout cas, le support, il lane d'une manière assez différente des autres parce qu'il a pas de farm. Et le truc que je vois cohérent dans la démarche de Tritz, c'est qu'il n'y a pas certaines qualités de trading ou de gestion de wave, de push, etc. qui vont être totalement, qui vont lui manquer ou qui auront une bonne transition, mais plutôt les côtés roaming de map, gestion de la carte qui seront assez bien mis en valeur. Je pense qu'il y a une assez bonne synergie entre les deux, puis la synergie jungle support qui, je pense, doit pas mal lui parler et faciliter sa transition ou sa retransition. Pour Bwipo, pour moi, c'est un peu différent parce que avec des années de top lane ou de mid lane, tu développes des qualités de laning, tu sais comment deny, comment gère tes match-ups sur une lane à proprement parler. Donc mignon, chaque wave qui annonce le push, etc. Et jungle, c'est quand même assez fondamentalement différent. Il y a certes une gestion de ressources, mais elle est vraiment pas pareille. Et comme le disait Chap, à niveau compétitif, le rôle de jungler, il est relativement scripté par rapport à ce que ton équipe veut faire tout de même. Et je pense que une des grandes qualités de Bwipo, c'est sa capacité à improviser et à tirer le meilleur d'une situation qui semble pas aussi évidente. Ouais. Bwipo, je sais pas si vous avez pu voir l'annonce, la vidéo annonce de Fnatic. De toute façon, là, je parle pour le chat surtout, mais ouais. Il disait qu'il se sentait relativement confiant là-dessus. On en a moins entendu de Tritz, vous en entendrez plus pendant l'interview qu'on a fait ensemble. Mais encore une fois, ça traduit un mouvement qui a été fait à la dernière minute. Il y a quelqu'un à qui ça a beaucoup déplu, par contre, cette annonce. C'est Amazing. Je vais ressortir son tweet et on va le regarder ensemble. Je l'ai vu passer, ouais. Amazing, il s'est vraiment senti outré, quoi. Genre outré, choqué dans le plus profond de son âme. Voilà, genuinely offended by these jungle swaps. Alors voilà, il pense que c'est un gros pari dans la vie professionnelle, ça c'est des choses qu'on a évoquées évidemment, mais c'est aussi une énorme gifle dans le visage de tous les prochains talents qui viendront en LEC ou ceux qui essayent justement de rejoindre le LEC.
Et là, messieurs, évidemment, je trouve qu'on ouvre une discussion intéressante. Tous ces rookies, tous ces joueurs de RL qui se sont prouvés pendant les EU Masters, qui voulaient peut-être avoir une place en LEC, est-ce que c'est une insulte pour eux ou pour le rôle de jungler en soi, hein. Quand t'es un Jankos, un Elioya qui est un maître dans son rôle et que du jour au lendemain, tu vas avoir quelqu'un qui a jamais joué ce rôle compétitivement, qui va pouvoir penser qu'il peut le jouer face à toi, je sais pas. Premier avis, tiens, Twix, en tant que commentateur, est-ce que tu trouves que c'est un si gros pari que ça et que c'est un manque de respect envers les rookies? Un gros pari, oui, incontestablement. Oui. Un changement de poste, c'est clairement pas à prendre à la légère, et je pense que tous les joueurs n'en sont pas capables. Et on y réfléchira tout à l'heure, mais dans l'historique des joueurs qui ont role swap, le point commun en général, c'est qu'ils sont relativement bons de manière générale au jeu, ou en tout cas ont la réputation d'être relativement assez smart. Maintenant, concernant l'autre côté, est-ce que c'est une injure aux autres joueurs qui essaieraient de monter? Je pense pas. C'est une décision qui peut sembler manifestement dans le cas de Tritz, ça se discute, mais je pense pas que ce soit une décision qui soit aussi irréfléchie que ça. Je pense que ça se fait avec l'ensemble d'une équipe, et que il y a beaucoup de joueurs qui finalement risquent gros, et l'équipe également risque gros en swappant des joueurs. Je pense pas que le risque est simplement pour la personne en elle-même. Donc pour moi, stratégiquement, s'il y a des raisons qui peuvent les pousser à faire ça pour augmenter leur performance, ça se discute, et c'est une manière de fonctionner qui a prouvé son succès pour certaines équipes. Je pense pas du tout que ce soit injurieux ou offensant pour les autres joueurs qui tenteraient de monter. Ok. Et Chap, question un peu similaire, pareil, hein, est-ce que c'est insultant envers les rookies ou les vétérans de la scène? Honnêtement, je trouve que ça dort quand même pas mal sur le rôle de jungle. Je trouve que le rôle est très très compliqué. Après, bon, c'est sûr qu'en compétitif, c'est comme a dit Twix, c'est vraiment scripté. Hein. C'est vraiment scripté, c'est-à-dire que tu pars en game, t'as un plan de jeu, tu dois appliquer ce plan de jeu, et c'est presque, comment dire, une partition en fait. Par contre, pour moi, il y a tout le côté de champion pool, etc. Ça se construit au fur et à mesure des années, hein. C'est pas en 3 semaines que tu vas te construire un champion pool viable. Avoir la confiance pour sortir une Nidalee ou un Lee Sin en compétitif, ça vient pas en 3 semaines. Donc moi je sais pas, honnêtement, je pense qu'ils peuvent réussir. Ça serait quand même une plutôt bonne surprise. Mais honnêtement, j'y crois pas beaucoup. Pour le coup, typiquement, si la méta swap vers quelque chose de plus Jungle Kingdom, avec des carries en jungle, je préfère avoir 500 fois self-made dans mon équipe que Bwipo ou Tritz, quoi. Et ça, je pense que ça va être un axe de jeu qui va être abusé par les équipes qui jouent contre des, entre guillemets, autofill jungle. Tu joues justement pour le focus lui. Et ça, je pense que ça sera abusé par tous ceux qui vont face ces joueurs-là, quoi. C'est sûr. En tout cas, info que vous avez peut-être entendu sur les réseaux sociaux, SK avait essayé d'avoir Gilius, évidemment. Avant d'en venir au fait que Tritz était la meilleure solution, ils avaient essayé d'avoir Gilius. Il me semble qu'ils avaient essayé d'avoir Skins aussi. Ça ne s'est pas fait pour les raisons qu'on connaît, évidemment. Il va jouer en LFL. Mais donc voilà, ouais, il y a eu aussi le côté... on s'est réveillé un petit peu tard pour faire ce changement. Donc bon, voilà. Clairement, c'est juste des histoires de buyout. C'est tout, hein. Gilius a refusé, on dit sur le chat de la part de Agathe. Ouais, exactement. Voilà, il avait refusé. Ouais, Gilius, j'aimerais bien lui parler, savoir ce qui se passe de son côté, parce qu'il a dû se faire jeter un petit peu salement du côté de Schalke. Donc bon, je pense que son ego en a pris un petit coup. Ouais, c'est étonnant parce qu'il performe pas trop mal, Gilius. Hein. Bah, il était bien, je trouve, hein, chez Schalke, honnêtement. Puis c'était vraiment lui qui les a sortis de cette spirale infernale quand ils avaient perdu 10 games d'affilée il y a quelques mois, l'an dernier, quoi. Donc, le Miracle Run. Exactement, ouais, c'était un très bon leader. Il y a peut-être des problèmes comportementaux qui se retranscrivent pas sur la game, quoi. Donc des trucs qu'on peut pas forcément savoir. Hein. Ces fameux problèmes comportementaux. Il y en a beaucoup, je trouve. Ouais, bah c'est... Franchement... Oui. Beaucoup d'ego chez les junglers. Et pas que, parce que et entre pas que. Selfmade, Tinks et Gilius, là, ça commence à faire pas mal. Non, je rigole. C'est obligé. Non.
blague à part, j'ai toujours trouvé que c'était les joueurs qui avaient le plus de caractère, les junglers. Je ne saurais pas dire vraiment pourquoi. Moi, je peux te dire pourquoi en fait quand tu quand tu fais 1000 games par jour à te faire flame, par an à te faire flame, forcément au bout d'un moment tu dois rendre les coups quoi. Terrible. Avec le fait de roll swap en soi plutôt, et après on va parler des grands joueurs qui ont roll swap. Tiens, je les ai listés, j'en ai trouvé un autre Twix auquel on n'avait pas pensé tout à l'heure. Tu verras. Alors, c'est compliqué parce que soit c'est vraiment plus tu joues off-roll en solo queue, de temps en temps tu taguais plutôt jungle, de temps en temps t'as les tags ADC, j'imagine. Ouais. Donc je sais pas vraiment si la question est pertinente pour toi, mais t'as des habitudes forcément que tu dois déconstruire. D'autant plus quand t'as joué un rôle comme ça aussi longtemps en compétition, hein. C'est des patterns de trade que tu connais, comme on l'a dit, c'est des un champion pool que tu connais, des façons, des timings de jeu aussi que t'as l'habitude de connaître en fonction des forces de ton champion. Est-ce que tu saurais me dire quelle est la plus grande difficulté que t'as rencontrée en changeant de rôle comme ça, dans ce que tu dois déconstruire et réapprendre? Pour le coup, je pense pas qu'il y ait grand chose à déconstruire, je pense que c'est plutôt complémentaire et c'est plutôt des choses à réapprendre. Pour moi, ce qui a été plus dur à apprendre, on va dire, c'est le management de wave. Comment prendre un reset avantageux. Ça, c'est un truc tout con, mais honnêtement, jusqu'en Master 200 LP, je savais pas faire quoi. Et ça, je pense que c'était un des trucs principaux qui m'a permis de monter. Et je pense qu'un truc qui a été très compliqué, c'est apprendre à regarder la minimap en lanant. Parce que en jungle, bon, je fais mon camp, je regarde littéralement, je regarde 50% du temps la minimap, 50% mon camp. Et ça en botlane, bah du coup, je me concentre sur mon farm, je me concentre sur mes trades, etc. Et c'est très très dur de garder ce petit œil sur la jungle, prêter un peu attention à ce qui se passe sur la map, même les pings, hein, des fois je suis trop concentré, je les entends pas. Donc ouais, bon, pour moi ça a été plutôt ça qui a été le plus dur à apprendre, sachant que je jouais un peu des ADC avant, pour tout ce qui est l'aspect mécanique, etc. du rôle, ça a pas trop été un problème, mais c'est tout ce qui gravite autour de ça quoi, qui a été le plus dur. À un tel point que tu es allé, que tu nous as changé Hans Sama il y a quelques semaines, il y a un mois de ça, avec ta MF de l'enfer. C'était très très drôle, très drôle. Bah écoute, on a réussi à faire monter le pick rate. Enfin, c'est plus lui que moi, j'imagine, parce que les gens forcément s'inspirent plus de Hans que de moi, mais on a réussi à faire monter un peu le pick rate de MF. Bon après c'est vite redescendu, mais on a influencé la méta quelques jours. Ouais, il a eu son moment de folie où il a spam MF létalité. J'ai trouvé ça assez marrant. Ça venait de toi à la base de ton stream de coaching pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Dernière partie de ce stream que je voulais aborder, juste revenir sur les role swaps qui ont marqué l'histoire sur LoL. À commencer par le plus grand selon moi, qui est Ambition. Ambition, voilà. Ambition qui était mid laner chez CJ Entus, qui devient jungler en 2015. Puis, alors, est-ce qu'on se rappelle de ce côté-là voilà, bon, il gagne les Worlds évidemment en 2000. Désolé Twixou, 2017. C'est pas grave, ça. Mais dans une très belle victoire, je trouve, qui a été en tout cas une victoire chirurgicale de la part de Samsung. C'est bon quoi. Oui, non mais je parle pas de faker ici. Le match-up mid lane, le match-up mid lane n'était pas intéressant, je trouve. Je me suis emporté, pardon. Puis c'était l'année ardente, c'était pas une méta qui était sympathique à voir, je trouve. Mais un 3-0 contre SKT quand même, ça marque les esprits. Est-ce que vous vous rappelez d'Ambition mid lane ici, pour le coup, et qu'est-ce que ça vous évoque? Ah bah écoute, Ambition mid lane, il était extrêmement fort à l'époque en réalité. Et là on parle de plutôt dans les eaux alors c'était 2011 je crois. En tout cas 2012 je me souviens très bien d'Ambition, 2013 également, extrêmement féroce et malheureusement pour lui un des moments qui est un petit peu cristallisé le moment du roll swap, c'est le moment où il y a eu la génération post-Ambition qui est arrivée, et cette génération elle a été incarnée par Faker Sama, bien évidemment, qui s'est particulièrement distingué contre lui lors de sa première game compétitive, mais il était très fort Ambition, hein, honnêtement, hein. Très constant. Chap, tu regardais la LCK ou pas? Je regardais, c'était difficile de regarder, je crois que c'était le matin, à l'époque j'allais à l'école. Donc non, genre en vrai je me souviens pas énormément des passages mid lane d'Ambition. Jungle, c'était un peu dans une méta tank, non, à l'époque.
J'avoue que j'ai très très peu de souvenirs de cette époque de League of Legends parce que je crois que la finale des Worlds c'était 2 équipes coréennes, non? Ouais, c'était SKT Samsung. Ouais, moi je trouvais ça boring. Moi j'aimais bien. Ouais, ça va. J'aimais bien les équipes européennes. Moi, je voulais voir des équipes européennes en finale. Elle était pas trop là, l'Europe, hein, à cette époque sur LoL. Ils avaient eu une fulgurance en 2015, mais on voyait pas spécialement l'Europe briller. Ouais, en tout cas, avant récemment. C'est vrai, l'époque Fnatic Origin. Oui. Bon, on en parlera d'Origin, mais pas pour les bonnes années, malheureusement. Deuxième, alors on reste en Corée ici, on a quelques joueurs coréens à voir. Score, évidemment, il y a beaucoup qui me l'ont dit dans le chat. Et on en parlait en début de stream, Twix, hein, quand j'ai dû chercher des images de Score sur YouTube, des highlights, j'en ai pas trouvé énormément. Il date Score. Mais Score, pour moi, enfin, c'est marrant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez dans le chat, parce que beaucoup de personnes le définissent comme étant un des junglers qui a le plus marqué l'histoire, c'est un des junglers qui a peut-être fail le plus de moments clutch pour ses équipes, je trouve, en tout cas, et je parle en tant que fan de Katie Rolster, donc j'ai le droit de dire ce genre de choses. Mais Score, il était ADC à la base, et c'est en 2015 qu'il devient jungler, et il restera de 2015 jusqu'à la fin de sa carrière, donc l'année dernière avec Katie Rolster. Pareil que tout à l'heure, hein, Twix, je vais faire appel à ta mémoire de patriarche de la faille. Score ADC sur sa veine qu'on voit ici. Pour moi, c'est le début de quand je commençais à regarder la compétition coréenne. T'en as quel souvenir? Pas ouf, plus palu, hein, très honnêtement. Ça a été beaucoup mieux hein, quand même quand il est passé au poste de jungler. Et j'en profite pour préciser que certes, c'est un jungler qui se caractérise par, je pense, si on doit définir Score, c'est plutôt le poissard plus qu'autre chose, parce que Score est un excellent jungler. Maintenant qu'ils sont retraités, qu'il n'y a plus la guerre, je peux être honnête, un excellent jungler qui se distingue tout particulièrement par son jungling et par la qualité de ses trades. C'est un très très bon trader et un très très bon team fighter. Par contre, c'est un méga choker sur les smites. Ça, il lit plus rien, mais il y arrive pas. Et pendant des années, ça a toujours été le même. Dès que la pression monte, dès qu'il y a un objectif à absolument pas louper, un objectif qui est inloupable, vous pouvez compter dessus. Score va complètement se fissurer au niveau de son smite, la plupart du temps, bien sûr. Mais à part ça, c'est un jungler qui a véritablement fait la différence chez Katie Rolster, et c'est pour ça que pendant pas mal de temps, ça a été le joueur de LCK qui avait le plus de games à son actif, le joueur avec le plus de longévité. Ouais, c'est ça. Et une seule victoire de split à son actif, malheureusement. Chap, est-ce qu'on peut être reconnu comme un des meilleurs junglers de l'histoire quand tu es un mauvais smiter? C'est quand même... En fait, les problèmes, c'est que les gens résument trop... Le rôle, quoi. Les gens résument trop la jungle à « Oh non, il a loupé son smite », alors que le smite de 1, c'est un travail d'équipe. Parce que moi, ça, je le disais en saison 4. Le smite, c'est 50-50. Polyukov, il se foutait de ma gueule à l'époque parce que je loupais tous mes smites. Et je leur disais, mais non, mais le smite, c'est 50-50. C'est pas parce que je mets une auto-attaque de plus que c'est pas un 50-50. Mais non, en vrai, la jungle, c'est pas les smites. Le jungle, c'est tout et les smites qui vont avec. Mais on peut pas caractériser quelqu'un de mauvais ou de bon jungle. On peut parler d'un bon smiter ou d'un mauvais smiter. On peut pas parler d'un bon jungle ou d'un mauvais jungle juste à cause des smites. Ok, d'accord. Le chat qui reconnaît absolument la question et la réponse non biaisée de ta part, de par l'expérience évidemment. Et mais ils savent. C'est aussi pour ça que je te l'ai demandé. Je trouvais ça très bien. Et Twix, le joueur donc qu'on avait oublié tout à l'heure, c'était CoreJJ. Ah oui, CoreJJ, qui était ADC et qui est passé support par la suite. Et pareil, je trouve que c'est un des joueurs à qui ça a fait le plus grand bien, vraiment. Mais carrément, et je trouve que la qualité des rôles swap s'explique aussi quelque part par simplement le bon raisonnement derrière ce dernier. Et dans les swaps successful, le swap le plus commun, c'est évidemment le Yellow Star ADC support, le Steelback ADC support, tu as le CoreJJ ADC support. C'est un swap qui a du sens. Voilà, c'est un swap qui a du sens parce que tu vas garder quand même le même principe de laning. Tu ne vas pas perdre dans toutes les choses que tu as dû apprendre, tous les match-ups que tu as dû apprendre à exécuter. Tu vas simplement jouer un autre rôle. Et bon Dieu, CoreJJ quand même, il était bon en ADC. Hein. Ouais. Ouais. Mais il a gagné un titre de champion du monde en tant que support. Ouais. Donc bon, c'est
Enfin, 2 joueurs qui avaient role swap qui au final ont été sacrés champions du monde. Et après t'as mieux de ce côté-là, t'as Clear Love qui a à son actif un titre de MSI en tant que mid et un titre de MSI en tant que... Alors attends. Bah non. Ah non, Xiaohu. Non, je parle de Xiaohu. Non, oui, j'ai carrément confondu. Xiaohu, voilà, qui était passé de mid à top laner. Donc mid, il a eu sa victoire, on l'a sacré d'ailleurs à Paris en 2018. Et cette année, il gagne à nouveau le MSI avec RNG. C'est cohérent. J'applaudis la perf, mais c'est cohérent, ça reste des solo lane. C'est cohérent comme swap, et même un des faits qui caractérise le swap de Xiao, c'est qu'il est pas monté top lane les mains vides, il y a emmené ses pics aussi, et ça a plutôt pas mal fonctionné, même lorsque c'était pas forcément ultra populaire. Par exemple, c'était celui qui abusait clairement le plus de Lucian top, et on peut pas dire qu'à travers la planète League of Legends, ça a été le cas dans toutes les régions, en tout cas pas à la top lane. Il y a Genax aussi, enfin il y a plein de choses comme ça qui... Moi je trouve que des swaps de solo lane en solo lane ou de bot lane en bot lane, mais sur un rôle différent, je trouve ça relativement acceptable, et on peut également prendre le cas de Perkz qui s'est réalisé quand même dans une époque où on jouait tellement de mages bot lane qu'au final il y avait aussi peut-être un raisonnement qui s'appliquait bien avec la méta qui était en place à l'époque. J'allais en parler, on a Perkz juste après, justement, qui passe à DC en 2019. Il fallait faire de la place. De toute façon, quand tu accueilles Caps dans ton équipe, tu es obligé de faire de la place. Et Perkz, voilà. C'est un cas différent, on est d'accord. C'est ça, c'est un cas différent. Et il était pas mauvais, Perkz. J'y pensais, mais il y a eu beaucoup de swaps mid to top, mais jamais de swap top to mid. On n'est pas recensé ici, en tout cas. Et XPK. XPK, il était top lane à la toute base. Ouais, à la toute base. Il y a eu XPK, il y a eu AI, et c'est les cas que j'ai mis en dernier parce que s'ils avaient eu le choix, je pense qu'ils n'auraient pas fait ça. Et c'était plutôt des swaps de dernier recours, un petit peu comme Treat, ce split-là, plutôt que des choses complètement voulues. Mais dans le cas de Lucas, c'est un pari qu'il était prêt à relever. Attends, vous attribuez quand même une partie du succès de Perkz chez G2 en tant que botlaner au fait que la méta était aussi flexible ? Alors, pas forcément celui de Perkz. Je pense que pour moi, c'est plutôt le swap dans l'autre sens qui a permis à Caps d'être peut-être un peu plus pertinent que ce qui aurait été que ce qui aurait pu être le cas. Perkz, je pense juste que c'est un excellent joueur all-around, parce que lorsqu'il était botlaner, il n'était pas particulièrement sur l'abus de mage ou quoi, et les pics, quand tu penses à Perkz, t'as de la Kai'Sa, t'as des choses comme ça, quoi. Donc non, pour Perkz, moi je pense juste que c'est un fucking génie au jeu, et que un petit peu tous ces raisonnements s'appliquent pas trop à lui. On préfère Perkz au mid ou au bot, Chav? Une question que je me suis souvent posée. Au mid pré-swap, il était incroyable. Au bot, il était incroyable sur sa première année. En fait, le truc, c'est que je pense que quand tu swap role, t'as cette espèce de lune de miel où t'as envie de découvrir le rôle, t'es en full tryhard, etc. Et au bout d'un an à jouer ADC, peut-être que ça l'amusait plus, qu'il voulait juste retourner à son rôle, et que malheureusement il était bloqué. Et je pense pas qu'il avait la même envie sur sa deuxième année, et ça s'est un peu vu au niveau des performances. Donc je pense que Perkz mid la première édition était incroyable, et Perkz ADC la première édition était incroyable. Ouais. Et le retour chez alors il a fait des games absolument exceptionnelles au MSI. Hein. Je sais pas à quel point vous avez regardé le tournoi, mais c'était littéralement un solo carry sur certaines games. Donc certes, il joue en Amérique du Nord, mais je trouve qu'il a retrouvé cette passion, en tout cas pour la mid lane, qu'il n'avait peut-être plus durant son dernier split chez G2. Mais ouais, c'est juste un génie du jeu, Perkz, en fait, tout simplement. Oui. C'est un mec qui a un game sense absolument fou. Et ouais, ça m'étonne pas qu'il soit aussi bien adapté à l'époque où il l'a fait. Un autre cas, mais celui-là c'est plus pour le troll que je l'ai mis, parce que je pense pas trop qu'on ait envie de se rappeler de lui en tant que mid laner, c'est Kaedrel. Kaedrel pour moi c'est le role swap un peu. Non, j'allais dire un truc horrible pour Tréton, mais Tréton pareil qui était mid laner. Mid à la base, Kaedrel, ouais. Ouais, il était mid. Les premières parties qu'il a fait en EULCS, c'était en tant que mid laner. Il jouait chez H2K. Et il est devenu jungler en 2018. Puis caster, qui selon moi est son meilleur role swap parce qu'il correspond absolument bien à la line-up de cast. Mais ouais, Kaedrel mid, j'en ai pas un souvenir impérissable, Twix. Ah mais c'est normal, c'était une
catastrophe. Après, bon, on le voit ici sur le screen. Bon, il y a l'équipe qui va avec. Tu vois ce que je veux dire. Bon, t'as Promiscue en tant que support et dans la jungle, c'était qui déjà? Alors, je vois Smithy J top, mais c'était qui jungle à l'époque? De Kaedrael c'était Santorin. C'était Santorin, ouais, voilà, c'était un jungle éclaté, ouais, je me souviens. C'était banger. C'était pas brillant cette année-là. Après, je dirais pas que Kaedrael était individuellement un mauvais mid laner, mais je pense que dans les circonstances, ça m'étonne pas que l'envie d'être un mid laner lui est passée, quoi. Franchement, c'était terrible. C'était assez terrible. Ouais. Puis il avait pas de pic flashy ou quoi. Il y avait vraiment rien. Ça avait l'air d'être plutôt un joueur de contrôle. Et la mid lane, si je ne m'abuse, en termes de contrôle, c'était pas trop la hype à cette époque-là. Non. Bah, l'année du Vitality. C'était les speed push. C'était à l'époque où on jouait Rise Rush Stopwatch. Oui, parce que c'était complètement pété. Ouais, ça avait pas été hotfix ou nerf, je sais plus, mais ouais, ça avait été bien abusé, cette interaction horrible. Kaedrael, voilà, bah, qu'on embrasse, et on est bien content qu'il ait roll swap, et même qu'il ait roll swap en tant que caster. Parce que, alors, en jungle, c'était cool, ceci dit. Je trouve pas que c'était pas le point noir de Excel, selon moi. Moi, j'avais pas l'impression qu'il était vraiment fondamentalement nul au mid. Hein. C'est juste que la mid lane a toujours été très très stacké en Europe, donc c'est sûr que c'était en compétitif, c'est chaud, c'est trop chaud. C'est ça, c'est très très chaud. Et puis c'était un peu en dessous du mid laner en face en compétitif, ça se voit largement plus qu'en jungle. Tu vois ce que je veux dire? Être top 50 mid, c'est ok, mais ça se voit pas en LEC, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, dans les joueurs français, évidemment, on en a deux. On les a mentionnés tout à l'heure, Steelback et Yellow. Et Tréton. Et Tréton. Mais alors Tréton, de son quel roll swap? Son roll swap mid ou son roll swap caster? Mid support caster, il en a fait plusieurs. Hein. Il a beaucoup joué en mid, Tréton? Il jouait beaucoup à l'époque. Non, il était support. Bah, alors pas au début. Alors il s'est fait bench par Seiken justement chez Genside. Donc il était quand même mid laner de renom. Hein. Je me souviens avoir commenté pas mal de ses games en LAN où il était mid laner. Et là, il était pas mauvais. Non, pas mauvais. Non. Attends, on regarde qui là du coup? On regarde des plays on de regarde Bora. Je reconnais ce Corki Hot Rod. Et là c'était Bora la Léona. Bora qui nous a fait un play dont on se rappellera peut-être dans les premières années de League of Legends avec Ashe, puis qui ensuite est devenu un des meilleurs supports, meilleurs supports européens. Je sais même pas si on peut parler de... Si, on peut parler de roll swap, mais quand même, quand le jeu était aussi récent, c'est peut-être pas aussi impactant que les roll swap qu'on peut avoir aujourd'hui. Tu vois, Pierre, par exemple, quand je vois qu'il a passé... le premier split de Pierre au sein de Fnatic, je l'ai trouvé absolument stratosphérique et la team marchait super bien. Mais voilà, est-ce que le roll swap de Yellowstar est aussi impressionnant que celui de Pierre quelques années plus tard, selon vous? Je pense pas, parce qu'au tout début du jeu, il y a quand même beaucoup de notions qui sont apparues au fur et à mesure qui étaient pas, quoi. Je pense que le jeu était honnêtement très simple, même si Pierre, évidemment. Je suis désolé les gars. Pardon. Ouais. Même si le jeu était différent, je pense que le jeu était beaucoup plus simple dans les premières saisons, quoi. Il était beaucoup plus broken, donc il fallait savoir ce qui était broken. Après, une fois que t'étais au courant, c'était ok, quoi. Mais il était vraiment broken, le jeu, donc ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que roll swap aujourd'hui, c'est nettement plus dur dans n'importe quelle circonstance. Ah oui, c'est sûr. Concernant Steelback et Yellow, ça s'est pas fait avec tant de différence niveau timing que ça. Finalement, le jeu a pris énormément en maturité, je dirais dans les 5 dernières années. Hein. Énormément. Ouais, c'était quoi? C'était saison 2, saison 5, les swaps de Yellow et Steelback? Yellow, c'est saison Yellowstar, 2. c'est en milieu d'année, Yellowstar. Ouais. Mais après, les saisons n'étaient pas faites de la même manière à l'époque. Mais ouais, c'est en juillet 2013 qui passe oui, ok, support. saison 3. Ah, okay. Donc c'était saison 3, ok. Ouais. Et Steelback, c'est en 2019. Donc c'est assez récent. Ouais. Steelback, c'est en 2019 Ouais. Ah ouais. J'aurais pas dit. Il me semble. Non, c'était avant. Ça me semble. Oui, non, c'est ça, c'est ça, parce que je me souviens chez Jens, c'était à l'époque. Ah oui. C'est chez Jens qu'il a commencé à jouer support, et parce qu'il jouait support déjà quelques fois en scrim, et ça se passait bien, donc. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus dur. Ok.
À chaque fois qu'il en parle, par contre, il dit qu'il est, il est beaucoup plus heureux comme ça. Tiens, tu parlais du rôle de support tout à l'heure, Chap, en disant que c'était potentiellement un des rôles les plus compliqués à swap. Je sais pas, je trouve que Steelback, ça lui a plutôt bien réussi. Maintenant, avec les connaissances que t'as en ADC, tu peux comprendre la facilité avec laquelle il a pu swap comme ça? Ouais, un peu plus, parce que en fait, déjà, pour jouer support, tu dois très bien comprendre le management de wave, parce que typiquement, tu te retrouves top sur une wave qui crash bot lane, bah ton ADC se fait dive et sa game est finie, il va t'insulter. Tu dois comprendre ça, tu dois comprendre comment la jungle marche aussi, parce que le jungle support, c'est des rôles qui fonctionnent à deux à partir d'un certain timing dans la game. De toute façon, en compétitif, vous le voyez souvent, hein, les jungle supports qui vont prendre la vision dans les 15-20 minutes de jeu, c'est un rôle qui marche beaucoup à deux. Et c'est un peu un mix de tout ça, et honnêtement, je pense que le rôle est quand même très compliqué et qui demande des connaissances que la plupart des gens n'ont pas. Je pense notamment au solo lane. Et je pense que c'est peut-être le deuxième rôle le plus dur de LoL, à mon avis, après la jungle. Ok. C'est marrant parce pour ceux qui l'ont vu du coup dans la vidéo d'annonce de Bwipo, elle se fait avec Illisang et ils expliquent bien que justement c'est un travail qui se fait à deux et qu'ils ont énormément réfléchi à deux avant d'opérer ce swap. Donc voilà, c'est une synergie qui est évidemment très très importante. Dernière chose dont je voulais parler, mais là c'est un petit peu plus les running gags de League of Legends. AI et XPK. Parce qu'il n'y a pas eu qu'un seul role swap en fait de ce côté-là. XPK il jouait à DC, XPK. Je vais pas vous le présenter, mais il a joué. Qu'est-ce qu'il était éclataxe, gros. Avant de jouer mid, en étant le joueur qu'on connaît, il jouait top lane. Ouais, il jouait Cartus top quand il était champion du monde. Ouais, non, mais il a bien fait, lui, de swapper mid pour le coup. Le swap top to mid, insane. C'est un très bon mid-laner. Ouais, bon move. Très, très bon move. Top to mid, ensuite. En plus, Choucha, il était éclaté en vrai. Choucha, il était éclaté. Il est juste passé champion du monde en abusant de Gragas, Brand et Alistar AP, quoi. C'est Alistar AP combo one shot. Oui, sur ce champion. Mais du coup, mid, Origen, évidemment, l'époque Fnatic Origen, c'est l'époque où on connaît le plus d'XPK. Et puis après, c'est là que c'est un petit peu parti en cacahuète. XPK ADC. XPK ADC, pour moi, c'est vraiment l'époque noire de... Ouais, je suis pas d'accord. Ah, c'était une catastrophe. Hein. Sa hache, là, la petite hache de XPK. Franchement, ça devait être dur de jouer avec lui, hein, parce que... Ah, mais t'es bien. Aussi bon soit-il en shot calling, etc., se mettre des bâtons dans les roues à ce point-là, c'est quand même pas facile. Hein. Ouais, c'est vraiment tendu, mais en même temps, la situation d'Origine à l'époque, elle était tellement shady parce que, on peut en parler avec beaucoup de recul aujourd'hui parce que c'était XPK à la tête, mais il y avait également sa mère et genre les joueurs ne savaient pas trop quoi faire, quoi. Parce que le boss de la structure, c'est ton coéquipier. Et également, il y a sa Rum qui est à la tête du truc. Enfin, on entendait des trucs vraiment sur cette équipe. C'était assez dark pour le coup. Donc, moi, je sais même pas au final si lui-même il l'a voulu ce split en tant qu'ADC. Ah non, 100%, il a été contraint. Mais moi, je repense à l'annonce de team avec Dan même qu'il y avait à l'époque. C'était Work Improvement Team. Ça vous dit quelque chose, ça? Oh mon dieu, il y avait Dan là-dedans? Oui, il y avait Dan. Il y avait Dan. Sur la miniature YouTube là qui servait d'annonce. Ah putain, incroyable. C'était une masterclass. Attends, je vais le taper, ouais. Origine. Je vais essayer de retrouver. Ok, j'ai la team. Dan, Xani, Scarlett, il y avait Scarlett. Darkseid et Quickset. Ah, c'était le bon vieux temps. Ah, j'ai pas misé mes croquettes dessus, je peux vous le dire. Il y avait Scarlett. Je vais la sortir pour... je veux juste la filer à Victor pour le chat. La pire annonce de l'histoire de League of Legends. Motivation, Work, Improvement. C'est elle, c'est la pire. Le graphiste stagiaire, quoi, vraiment. On ne pourra jamais trouver pire. Tiens, mais frérot, il y a même pas le logo de l'équipe. Non, on sait même pas c'est quelle équipe. Rien. Il y a combien de polices différentes pour les noms des joueurs? Ils ont fait n'importe quoi. Merci Victor pour ta réactivité d'ailleurs. Et vous avez capté, c'est quoi le background?
Ouais, c'est la map. Ah, c'est la map de LoL. Ah ouais, c'est la map, tiens, c'est vrai. Ah ouais, non, c'est vraiment cheap. C'est vraiment Ah, cheap. ça m'extermine. Pauvre Dan, je me rappelais pas qu'il était là-dedans. On me dit Alexis aussi qui a swap de qui a swap mid top. Oui, c'est vrai ça. Tiens, je l'avais pas mentionné. Il y a longtemps ça aussi, Alexis top lane. Ouais. C'est clair. Ouais, pas lu. Hein. Mais après même Frogen ouais. jouait top lane au tout début du jeu. Hein. C'est comme Miglet, j'ai pas envie de m'en rappeler. Comment? Piglet qui était passé mid. Piglet. Ah ouais non, Piglet. Midlet non, c'est. Ouais, Midlet c'était terrible. Et alors si on reste dans l'Amérique du Nord, pareil, il y en a un qui a un peu fait une XPK, c'est Aïe. Aïe qui mais alors avec un peu plus de succès je trouve. Aïe il était, mais peut-être parce qu'il partait de moins haut sur son rôle de base, je sais pas comment est-ce qu'on peut voir ça, mais je trouve pas qu'il était catastrophique dans les rôles swap qu'il est opéré. Là je mid, c'était vraiment impressionnant je trouvais Aïe. Hein. Ouais. En mid lane. À l'époque de Cloud9 l'âge d'or de Cloud9 c'était fort de ouf hein. Alors c'était une époque assez particulière quand même mais j'ai eu l'occasion de re-regarder la Dream Team Cloud9 à l'époque de Méméo, c'est tout, à l'époque où les LCS c'était dans des salles qui étaient séparées avec des draps, c'était séparé avec des draps et tout, genre c'était vraiment assez basique. Et ça a assez mal vieilli à mid lane, je peux te le dire. Et... Ah bah le truc c'est qu'aussi c'était une autre époque hein, forcément. Je pense que quasiment toutes les games de ce temps-là ont mal vieilli. Mais c'est surtout que en fait le vrai high mid lane, c'est le high mid lane que t'as vu à l'international, parce que à l'époque, honnêtement, ils jouaient contre des facochères dans la région de c'était grave de chez grave. Et oui, effectivement, dans ce contexte-là, Aïe était un Stremon. Et encore, hein, c'était surtout Météos qui était un véritable animal. Mais pour le coup, Aïe, ça a jamais volé très très haut non plus, quoi, en dehors des N1. En vrai, cette époque, c'était gold parce que t'avais les mid-laners NA de l'époque, genre, c'était grave. Mais ouais, mais Cloud9, quand ils arrivaient à l'international, t'avais vraiment l'impression qu'ils allaient pouvoir compete avec tout le monde. Les mecs roulaient sur les NA, tu vois. Ouais, mais mid-diff. En inter, c'était grosse mid-diff. Hein. Mais je me souviens, ce bon vieux Météos qui était là avec ses 10 CS par minute en jungle, avec son Nasus, là, c'était incroyable. Ah, c'était ouf. Terrible. Je sais plus s'il y en a d'autres, du coup, des roll swaps comme ça qui ont été un peu marrants. On a mentionné Tréton dans le chat. Il y avait le mercenaire de la faille, Kikis, qui a roll swappé. Kikis, top, jungle, ouais, c'est vrai. Mais lui a été bon en plus. Il a été extrêmement bon parce que lorsqu'il était jungle, enfin lorsqu'il a swappé top jungle, il est arrivé de jungle, mais comme un psychopathe. Il est arrivé à grands coups de TF. Son TF, ça rappelle son TF au Brésil, là. Ouais, ça fait beaucoup de joueurs qui se barrent vers la jungle au final, hein, au fil des ans, je trouve. C'est vrai, et généralement, c'est plutôt les mecs qui sont pas réputés pour être d'excellents traders en solo lane, parce que tu vois rarement des ADC jungle, bon, il y a Score et tout, mais c'est surtout solo lane jungle, parce que les solo lane, on sait tous que c'est jungle diff. Et du coup, je trouve que tu perds quelque chose quand même quand tu swaps dans ces positions-là. Je sais pas, un mec qui trade bien sa lane, je trouve qu'il devrait rester sur une lane. Moi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que Hand, ça serait du gâchis de le mettre en jungle. Ouais, voilà, par exemple. Ouais, c'est clair. Mais bon. Je regarde le chat un petit peu, voir si il leur en reste. Il y a Tabs, oui, c'est vrai, Tabs. Ouais, Tabs, c'est vrai. Mid-bot. Mais pareil, c'est un petit peu trop fort au mid à l'époque aussi, c'était grave. Oui. Hein. Ouais, Tabs, son fils là. Son fils à Katarina à l'époque, c'était incroyable, sa Diana. C'est si vieux. Alors il y a Oui, c'est vrai, mais c'est. Ouais, mais pareil, c'est pas un truc à marquer, quoi. C'est un swap de type Tréton, quoi. C'est plus possible d'être mid lane. Moops aussi, c'est vrai que Moops avait à jouer en LCS EU à l'époque en tant que mid lane chez Super Hot Crew. Uzi, il a pas roll swap, il a juste joué quelques games en off-roll, il me semble. Faudrait que je vérifie, mais il me semble pas que Uzi ait roll swap. Il me semble qu'il s'est fait plaise, ouais. Sinon, ouais, j'en ai plus d'évident, de vraiment majeur. Bah, Shlaya, elle est pareil aussi à l'époque, qui était jungle, qui a roll swap mid, qui a joué en LEC mid. Ouais.
Sardoche, ça compte pas. Arrêtez de m'écrire Sardoche dans le chat, s'il vous plaît. Là, en fait, on parle trop d'une époque qui est si lointaine. Non, ouais, voilà. Mais c'est une question que je m'étais posée. Où est-ce qu'on s'arrête? Parce qu'à ce moment-là, tu peux remonter à l'époque des Shlaya, de tout le monde, mais genre, enfin, c'est... Ouais, voilà. Shlaya qui a tout fait, littéralement. Spontex, mais bon, en haut niveau en compétition, Spontex. on va dire. Sans vouloir leur manquer de respect. Ah, je suis mort. Oudi a reçu 5 mois quand même. Ah, tiens, sérieux? Il était juste nul. T'as oublié de dire la fin de la phrase. Okay, il était juste nul. Terrible. Et oui, effectivement, Victor qui me rappelle Jenax de mid à top récemment en LEC. Et pareil, je trouve que ça lui a fait le plus grand bien parce qu'il a apporté des champions sur la top lane. Ah, il y était destiné très clairement. Ça c'est sûr et certain. Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ça en fait pas mal. Et ça fait un gros challenge, je trouve, à nos deux messieurs qui vont rejoindre le LEC dans un rôle différent, comme on l'avait dit au début du live. Moi, je pense que c'est le fiasco, hein, perso. Ouais, voilà. Petit dernier tour de chauffe avant de rendre le live. Dans le chat, dites-moi qui on va raid aujourd'hui. Je vous laisse choisir qui est en ligne et vers qui on va envoyer ces 7200 personnes qui sont présentes sur le live en ce moment. Merci beaucoup d'ailleurs.